Ma mère a posé un sac poubelle sur mon lit et a crié « Voilà ce que valent tes rêves. Tu veux être créatrice de robes? Dehors !» Je suis parti avec un sac et 230 €. Après 10 ans de silence, la sécurité a appelé « Madame. Votre mère est ici. Elle dit que c'est une urgence. » Je suis sorti et j'ai dit. Ma mère a posé un sac poubelle sur mon lit avec mon carnet de croquis à l'intérieur. Celui dans lequel je dessinais des robes de mariée depuis l'âge de 13 ans. Elle a dit « Voilà ce que valent tes rêves. » J'ai pris le carnet de croquis, 230 €. Et je suis parti cette nuit-là. 10 ans plus tard, ma sécurité a appelé. Ma mère était dans le hall d'entrée. Elle disait que c'était une urgence. Je m'appelle Bren. J'ai grandi dans une maison où le succès n'avait qu'une seule définition, et ma mère, le Nord, l'avait écrite. Des diplômes, des titres, des carrières avec des bureaux et des cartes de visite. Elle mesurait les gens à ce qu'ils pouvaient présenter à une table de dîner. Et si votre réponse ne venait pas avec un salaire attaché, elle arrêtait d'écouter avant que vous ayez fini la phrase. Il y avait une vieille boîte à couture au fond de son placard qu'elle n'ouvrait jamais et ne jetait jamais. Je l'ai trouvée une fois, enfant. Elle me l'a prise des mains sans un mot et l'a remise sur l'étagère. Je n'ai jamais compris pourquoi elle gardait quelque chose qu'elle refusait de toucher. Ma sœur aînée, Marlo, était le produit fini. En études de droit, inscrite au tableau d'honneur, des stages qui se transformaient en offres avant même son diplôme. Elle avançait dans la vie avec le bourdonnement constant de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question parce qu'elle ne donnait jamais de raison à quiconque de le faire. Le Nord parlait de Marlo comme les gens parlent de la météo qu'ils apprécient, sans effort, constamment, comme si c'était la seule saison digne d'être mentionnée. Mon père, Hollis, était un homme silencieux dans une maison bruyante. Il n'était pas cruel. Il était juste absent de la manière spécifique dont les pères le sont quand ils ont choisi la paix plutôt que leurs enfants. Il était d'accord avec le Nord de la même manière que des meubles s'accordent avec une pièce. Il était là. Il était assorti. Il ne bougeait jamais à moins que quelqu'un ne le pousse. J'étais le brouillon qui ne cadrait pas avec la version finale. La fille qui passait ses soirées à dessiner des encolures, des corsages et des traînes cathédrales pendant que sa sœur étudiait les contrats. Quand je dessinais une robe de mariée, quelque chose dans ma poitrine s'apaisait. Les lignes avaient un sens. Le tissu dans ma tête bougeait comme la musique bouge. Le Nord traitait mes croquis comme on traite le dessin d'un enfant sur le réfrigérateur. Mignon pendant un certain temps, destiné à être enlevé. Quand je lui ai dit que je voulais étudier la conception de robes de mariée, elle m'a parlé des probabilités de gagner sa vie en dessinant des robes. Elle a dit que Marlo avait déjà été acceptée en faculté de droit et a demandé ce que je comptais dire aux gens lors des réunions de famille quand ils demanderaient ce que je faisais. Je lui ai dit que je créais des robes de mariée. Elle n'a pas ri. Elle a fermé les yeux et a quitté la pièce. C'était pire que de rire. Rire signifie que vous avez entendu quelqu'un. Fermer les yeux signifie que vous avez décidé qu'il n'est pas là. Le sac poubelle est arrivé 2 semaines plus tard. J'ai emballé ce que je pouvais. J'ai descendu les escaliers. Hollis était assis dans le salon. Il m'a regardé. Il a regardé le sac dans ma main. Il a regardé la porte d'entrée. Et il ne s'est pas levé. Il est juste resté assis pendant que sa fille sortait de la maison. Et il a choisi le canapé plutôt que la conversation qui aurait pu tout changer. C'est ça, le problème avec les pères silencieux. Ils ne sont pas absents. Ils sont présents à chaque moment où ils choisissent de ne pas agir. J'ai pris un bus cette nuit-là. Je ne savais pas où j'allais. J'avais le sac à dos, le carnet de croquis et 230 € qui semblaient diminuer à chaque fois que je les comptais. J'ai atterri dans une ville où je n'étais jamais allé parce que le billet était bon marché et que le nom sonnait assez loin de tout ce que je quittais. Les premières semaines étaient de cette difficulté qui ne fait pas de bonnes histoires. Elle ne fait que de longues nuits. Je suis resté dans un motel bon marché jusqu'à ce que l'argent commence à manquer. J'ai travaillé dans une laverie automatique. Je mangeais ce que je pouvais me permettre, ce qui n'était jamais tout à fait assez. Le carnet de croquis restait dans mon sac à tout moment parce que c'était la seule chose que je possédais qui prouvait que j'avais un plan. Puis j'ai trouvé Madame Tierney. Elle tenait une minuscule boutique de robes de mariée dans une rue où personne d'important ne passait. Les robes à l'intérieur étaient faites à la main et belles d'une manière que les choses chères ne le sont souvent pas.
Je passais devant cette boutique tous les jours et un après-midi, je me suis arrêté. J'ai collé mon visage contre la vitre et j'ai regardé une robe sur le mannequin du fond. Elle avait une encolure que j'avais dessinée presque exactement dans mon carnet. Même angle, même tombée. Je suis entré. Madame Tierney était derrière le comptoir. Elle avait dans les 70 ans, petite, les cheveux argentés relevés. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui n'est clairement pas là pour acheter quoi que ce soit, mais avec qui il pourrait valoir la peine de parler. Je lui ai dit que je cherchais du travail. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide. J'ai dit que je savais coudre. Elle a regardé mes mains. Puis elle a dit, « Montrez-moi ». Je me suis assise à sa machine et j'ai ourlé un échantillon de tissu. Elle a regardé sans parler. Quand j'ai fini, elle a pris le tissu et l'a retourné 2 fois. Puis elle m'a regardé et a dit, « Où avez-vous appris à faire ça ?» J'ai dit, « J'ai appris toute seule. » Elle a dit, « C'est soit très impressionnant, soit très dangereux. » Puis elle a dit, « Revenez demain. » Je suis revenu tous les jours pendant des mois. Elle m'a appris la tension du fil, le poids du tissu, comment couper la dentelle sans perdre le motif, comment ajuster un corsage pour qu'il respire, comment écouter ce qu'une mariée ne dit pas, car c'est généralement la robe qu'elle désire vraiment. Un après-midi, elle a trouvé mon carnet de croquis sur la table de travail. Je l'avais laissé ouvert par accident. Elle l'a pris et est devenue silencieuse. Elle a tourné les pages lentement. Elle s'est arrêtée sur un croquis que j'avais fait à 15 ans, une robe à manches longues avec un dos nu et des perles cousues à la main le long de la clavicule. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle m'a regardé et a dit, « Depuis combien de temps dessinez-vous ça ?» J'ai dit, « Depuis l'âge de 13 ans. » Elle a dit, « Pourquoi ne me l'avez-vous pas montré le premier jour ?» J'ai dit, « Parce que la dernière personne qui l'a vu l'a mis dans un sac poubelle. » Elle a posé le carnet de croquis et a dit quelque chose que je porte en moi jusqu'à ce jour. Elle m'a donné des fondations. Au cours des années suivantes, Madame Tierney m'a appris le métier, la tarification, les relations avec les clientes, la longue patience de construire quelque chose à la main dans un monde qui veut tout rapidement. Sa santé a commencé à changer après un certain temps. Un soir, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle voulait que je reprenne la boutique. Pas l'acheter, la prendre. Elle a dit que les robes de mon carnet de croquis méritaient une pièce avec leur nom sur la porte. J'ai repris la boutique le printemps suivant. J'ai gardé son nom sur la vitrine la première année. Puis j'ai ajouté le mien en dessous. Puis le mien est devenu plus grand. Non pas parce que je le voulais, mais parce que les clientes continuaient de venir. Les robes de mon carnet de croquis ont commencé à prendre vie. La robe à manches longues sur laquelle Madame Tierney s'était arrêtée est devenue ma première pièce emblématique. Une mariée locale l'a portée à son mariage et son photographe a posté les photos sur un blog de mariage. Ce post a généré 3 demandes, puis 5. Puis une mariée de la haute société de l'autre bout de l'État qui avait vu le blog et avait conduit 2 heures pour un essayage. Elle en a parlé à ses amis. Ses amis en ont parlé aux leurs. C'est comme ça que ça marche dans le mariage. Une robe à la fois jusqu'à ce que le calendrier se remplisse de lui-même. J'ai déménagé dans un espace plus grand. J'ai engagé ma première couturière, puis une deuxième. En quelques années, j'avais une petite équipe, une liste d'attente de 8 mois et un nom que les mariés recherchaient par le bouche à oreille. J'ai construit tout ça à partir d'un carnet de croquis que ma mère m'avait dit valoir un sac poubelle, et de 230 € qui se sont épuisés avant la fin du premier mois. Je n'ai jamais appelé à la maison. Personne ne m'a appelé. Le silence entre nous a grandi comme le silence grandit quand personne ne veut être le premier à le briser. Les années ont passé. Je suis devenu quelqu'un que ma famille ne reconnaîtrait pas. Non pas parce que j'avais changé, mais parce qu'ils n'avaient jamais regardé d'assez près pour voir qui j'étais au départ. Mais il y a une nuit que je n'ai jamais oubliée. Avant le blog, avant les mariés, ma machine à coudre est tombée en panne, la seule que j'avais. Je me suis assise par terre dans la boutique et j'ai pensé, c'est ici que ça se termine. Je ne pouvais pas me permettre de la remplacer. Le lendemain matin, une boîte se trouvait devant la porte de la boutique. Pas de nom, pas de mots. Une machine à coudre toute neuve, le modèle exact dont j'avais besoin. J'ai demandé à Madame Tierney. Elle a dit qu'elle ne savait pas. J'ai demandé aux voisins. Personne n'avait rien vu. Cette machine a tout construit. Chaque première robe, chaque nuit tardive,
chaque mariée qui a pleuré devant le miroir. Et je n'ai jamais su qu'il avait mise là jusqu'à ce que je le sache. C'était un mardi soir. Le studio était fermé. Madame Tierney était passée comme elle le faisait parfois, avec du thé et sans programme. Elle s'est assise dans un coin pendant que je finissais de presser un ourlet. Nous avons parlé de rien pendant un moment. Puis elle est devenue silencieuse d'une manière qui signifiait que quelque chose allait arriver. Elle a dit, « Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » J'ai arrêté de presser. Elle a dit, « Le matin où cette machine à coudre est apparue devant la porte, je t'ai dit que je ne savais pas qui l'avait laissée. » Ce n'était pas vrai. Je l'ai regardée. Elle a regardé la machine dans le coin. La même, celle qui avait tout construit. Elle a dit qu'une femme avait appelé la boutique quelques jours avant l'arrivée de la machine. Elle n'a pas donné son nom. Elle a demandé quel genre de machine j'utilisais et si j'en avais besoin d'une nouvelle. Madame Tierney lui a donné le modèle. 2 jours plus tard, la boîte était à la porte. Madame Tierney a dit qu'elle avait reconnu la voix au téléphone parce que la femme avait appelé une fois auparavant, des semaines plus tôt, pour demander si une fille nommée Bren travaillait là. Madame Tierney avait dit oui. La femme a dit d'accord et a raccroché. J'ai demandé pourquoi elle ne me l'avait jamais dit. Elle a dit, parce que tu avais besoin de construire ça de tes propres mains. Et tu l'as fait. Je ne voulais juste pas que tu sois en colère contre la personne qui s'est assurée que tu avais une machine pour le construire. J'ai dit, qui était-ce? Elle m'a regardé comme elle regarde un tissu. Avant de le couper, avec précaution. Puis elle a dit, c'était ta sœur. La pièce a changé de forme. Pas physiquement. Quelque chose à l'intérieur a bougé. Les murs sont restés où ils étaient, mais tout ce que je pensais savoir des 10 dernières années s'est réarrangé autour d'un simple appel téléphonique d'une femme que j'avais passé une décennie à haïr. Marlo, la sœur qui se tenait en haut des escaliers la nuit où je suis parti et qui n'est pas descendue. L'enfant prodige qui avait tout ce que je n'avais pas. Celle que j'étais certaine d'avoir choisi le côté sûr de la porte pendant que je la traversais seule. Elle avait appelé une étrangère, posé des questions sur une machine à coudre, et en avait envoyé une à la porte d'une boutique qu'elle n'avait jamais visitée pour une sœur qu'elle n'avait pas le droit d'aimer. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Madame Tierney n'a rien dit d'autre. Elle a fini son thé. Elle a mis la tasse dans l'évier. En sortant, elle s'est arrêtée et a dit une dernière chose. Elle a dit, le fil est toujours plus fort que les ciseaux. Il faut juste plus de temps pour le prouver. Après son départ, je suis resté assise seule dans le studio pendant des heures. J'ai regardé la machine. J'avais cousu des milliers d'heures dessus. J'avais drapé du tissu dessus à minuit quand les commandes étaient en retard. J'avais appuyé mon front contre elle une fois quand la mère d'une mariée avait appelé pour dire que la robe faisait pleurer sa fille. Et je n'étais pas sûr si c'était bien ou mal. C'était bien. C'était toujours bien. Et chaque point que j'avais jamais fait sur cette machine avait été soutenu par quelqu'un que je pensais m'avoir abandonné. J'ai essayé d'être en colère. J'ai essayé de me sentir manipulé. Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était le poids de toutes ces années que j'avais passées à en vouloir à Marlo de se tenir en haut des escaliers et de ne pas descendre. Elle était descendue, juste pas de la manière que j'attendais. Elle était descendue par un appel téléphonique à une étrangère, un numéro de carte de crédit donné par téléphone, et une boîte laissée sur un seuil de porte sans nom dessus. C'était sa version de descendre les escaliers, et ça lui avait coûté plus que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai appelé Marlo cette nuit-là, la première fois que je composais son numéro depuis des années. Elle a décroché à la 2e sonnerie, comme si elle attendait cet appel depuis la nuit où je suis parti. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai dit, c'était toi. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, oui. J'ai demandé comment elle m'avait trouvé. Elle a dit que la nuit où je suis parti, je lui avais envoyé un seul message texte, 3 mots. Je vais bien. Elle a dit qu'elle s'était accrochée à ces 3 mots pendant des semaines. Puis elle a commencé à chercher. Elle a trouvé la boutique grâce à une liste d'entreprises locales des mois plus tard. Elle a appelé. Elle a appris que j'étais là. Et quand elle a entendu que ma machine était cassée, elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire à cette distance sans que le Nord ne le découvre. J'ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas simplement appelé. Elle a dit que c'était parce que le Nord avait été clair. Quiconque me contacterait serait traité de la même manière que moi.
Marlo avait déjà testé cette limite une fois. Elle avait mentionné mon nom lors d'un dîner de famille des mois après mon départ. Juste mon nom. Lenore est restée silencieuse pour le reste de la soirée et n'a pas parlé à Marlo pendant 3 semaines. C'était l'avertissement. Contacte ta sœur et tu perds ta place, toi aussi. Alors Marlo a choisi une voie intermédiaire. Elle ne pouvait pas m'appeler. Elle ne pouvait pas me rendre visite. Elle ne pouvait pas envoyer une lettre avec son nom dessus. Mais elle pouvait appeler une étrangère et demander de quel type de machine à coudre sa sœur avait besoin, et elle pouvait s'assurer qu'elle arrive avant que le rêve ne se termine. Elle m'a dit que le coût avait été plus que de l'argent. Elle a dit que les années à prétendre qu'elle ne pensait pas à moi étaient la performance la plus difficile de sa vie. Elle a dit qu'à chaque fête, elle s'asseyait à cette table et regardait la chaise vide où j'avais l'habitude de m'asseoir, et elle sentait le poids de savoir exactement où j'étais sans pouvoir le dire. Elle a dit que son mariage avait été retardé parce que le silence à la maison rongeait tout. Elle a dit qu'elle avait passé des années à porter 2 loyautés qui ne pouvaient pas exister dans la même pièce. Une envers une mère qui exigeait l'obéissance. Une envers une sœur qui ne savait même pas qu'elle était soutenue. Je suis parti et j'ai été effacé. Marlo est restée et a été réduite au silence. Le résultat était le même. 2 filles, la même mère, toutes les 2 seules. Je lui ai dit que j'étais désolé. Elle a dit, ne sois pas désolé. Sois fier. Regarde ce que tu as construit. J'ai dit, je l'ai construit sur une machine que tu as envoyée. Elle a dit, non, tu l'as construit sur tout ce que tu es. La machine s'est juste assurée que tu avais un point de départ. Cette conversation a fissuré quelque chose en moi qui était scellé depuis des années. Pas une porte, une fissure, juste assez de lumière pour voir à travers. Marlo et moi avons commencé à parler. Le mardi soir principalement. Nous étions prudentes l'une avec l'autre comme on est prudent avec quelque chose qui s'est cassé une fois et pourrait se casser à nouveau. Nous ne parlions pas de Lenore. Nous parlions de tissus, d'affaires, de la météo et des choses ordinaires que les sœurs sont censées partager. Elle est venue au studio un samedi après-midi. Elle est restée longtemps dans l'embrasure de la porte avant d'entrer. Elle a regardé autour d'elle comme quelqu'un regarde une pièce qu'il a imaginée pendant des années et qu'il peut enfin visiter. Elle a touché les robes sur les mannequins. Elle a passé ses doigts le long d'une couture, comme on touche quelque chose qu'on a aidé à créer mais qu'on n'a jamais vu terminer. Elle s'est arrêtée devant la machine à coudre. Celle-là. Elle a posé sa main dessus et l'y a laissé. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Puis elle s'est dirigée vers la page de carnet de croquis encadrée sur le mur. Elle est restée là un long moment. Ses yeux étaient humides. Elle a dit, je me souviens de la nuit où tu as dessiné ça. Tu étais assise sur ton lit avec tes écouteurs. Je suis passé devant ta chambre et j'ai failli entrer. J'ai failli m'asseoir sur le bord de ton lit et te dire que c'était magnifique. J'aurais aimé le faire. J'ai dit, tu es entré plus tard. Tu as juste utilisé une autre porte. Elle s'est retournée et m'a regardé. Et pour la première fois de notre vie d'adulte, ma sœur et moi nous tenions dans la même pièce sans mur entre nous. Pas le mur que Lenore a construit. Pas le mur du silence, de la distance ou du ressentiment. Nous n'étions que 2 femmes dans une pièce remplie de robes de mariée. Et l'une d'elles pleurait. Je me suis approché et je l'ai serrée dans mes bras. Je n'avais pas serré ma sœur dans mes bras depuis l'âge de 17 ans. Elle me semblait plus petite que dans mon souvenir. Ou peut-être que j'avais grandi. C'est peut-être ce que font 10 ans à construire quelque chose à partir de rien. Ça ne vous rend pas plus grand. Ça vous rend assez stable pour soutenir quelqu'un d'autre. Les mois ont passé. Puis un matin, tout a changé. Mon assistante est entrée dans mon bureau, l'air mal à l'aise. Elle a dit qu'il y avait une femme en bas qui n'était pas sur la liste. Elle a dit que la femme avait dit à la sécurité que c'était une urgence. Elle a dit que le nom de la femme était Lenore. J'ai posé mon stylo. J'ai regardé le croquis sur lequel je travaillais. Une traîne cathédrale avec des détails en cristal cousu à la main. Le genre de robe qui coûtait plus cher que la voiture de ma mère. 10 ans. 10 ans depuis le sac poubelle. 10 ans depuis les 230 €. 10 ans de silence. Et maintenant, elle était dans mon hall d'entrée, qualifiant cela d'urgence. Je me suis levé. J'ai ajusté ma veste et je me suis dirigé vers l'ascenseur.
Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Elle se tenait près de la réception, plus petite que dans mon souvenir. La posture qui remplissait autrefois une pièce était repliée sur elle-même. Elle tenait son sac à main des deux mains, comme les gens tiennent les choses quand ils n'ont rien d'autre à quoi s'accrocher. L'agent de sécurité m'a regardé. J'ai hoché la tête. Lenore m'a vu. Aucune de nous n'a bougé. Mère et fille. 10 ans et un hall plein de robes de mariée entre nous. Elle a regardé autour d'elle. Les robes, les échantillons de tissu, l'équipe derrière la vitre. Ses yeux se déplaçaient lentement, comme les yeux se déplacent quand ils comptent le coût de quelque chose qu'ils ont jeté. Puis elle s'est dirigée vers le mur du fond. Le croquis encadré. Première page de mon carnet de croquis. Dessiné à 15 ans, mis dans un sac poubelle à 18, éclairé par le haut, monté sur le mur d'un studio qui habillait des mariés de tout le pays. Sa main est montée à sa bouche. Elle regardait la page qu'elle avait qualifiée de sans valeur, accrochée au mur d'un empire que sa fille avait construit à partir de celle-ci. Je l'ai conduite à une chaise dans le hall, pas dans mon bureau. Je n'étais pas prête à lui accorder ça. Le hall était suffisant. La laisser s'asseoir au milieu de ce qui, selon elle, ne fonctionnerait jamais. Je n'ai pas parlé en premier. J'ai laissé le silence peser jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. Lenore a craqué la première. Elle a dit, « Je sais que ce n'est pas comme ça que tu imaginais me revoir. » J'ai dit, « Je n'imaginais pas te revoir. » Ça a atterri comme je savais que ça le ferait, non pas comme de la cruauté, mais comme la vérité. Elle s'en était assurée il y a 10 ans quand elle a mis un sac poubelle sur mon lit et est descendue préparer le dîner. Elle m'a raconté les détails. Hollis avait développé l'entreprise avec de l'argent emprunté. Il avait mis la maison et la voiture en garantie. L'entreprise a fait faillite. La banque a pris la voiture. Maintenant, il venait pour la maison. Dans quelques semaines, peut-être moins. Quand elle a fini, j'ai posé une question. Es-tu venu parce que tu as besoin d'aide ou parce que tu n'as nulle part où aller? Elle a regardé le sol. C'était la réponse. J'ai dit, le carnet de croquis que tu as mis dans ce sac est encadré sur ce mur. Les robes qui, selon toi, ne paieraient jamais rien, paient pour ce bâtiment. La fille que tu as jetée a construit quelque chose par quoi tu demandes maintenant à être sauvée. Médite là-dessus avant que je ne dise autre chose. Son menton a tremblé. Elle n'a pas pleuré. Lenore ne pleurait pas, mais le tremblement était là. Une fissure dans le béton. J'ai dit, je t'aiderai avec la maison, mais pas comme tu le veux. Pas un chèque et un au revoir. Si je fais ça, nous le faisons différemment. Nous nous asseyons, nous tous, toi, moi, Marlo, Hollis, et nous parlons de ce qui s'est passé. Pas la version que tu te racontes, la vraie version, celle où tu as mis la vie de ta fille dans un sac poubelle et personne dans cette maison ne t'a arrêté. Elle a commencé à parler. J'ai dit, je n'ai pas fini. J'ai dit, Marlo m'a envoyé une machine à coudre quand la mienne est tombée en panne. Elle a appelé une étrangère pour savoir ce dont j'avais besoin. Elle l'a fait dans ton dos parce que tu as clairement fait savoir qu'Aimé avait un prix. Et elle l'a payé. Elle a perdu des fêtes. Elle a perdu des années avec toi. Elle a été punie pour s'être souciée de sa propre sœur. Alors, si tu veux mon aide, tu t'assois dans une pièce avec tes deux filles et tu dis à voix haute ce que tu nous as fait à chacune. La mâchoire de Lenore s'est crispée. L'ancienne Lenore a refait surface. Elle a dit, j'essayais de te protéger d'une vie qui t'aurait brisé. J'ai dit, tu ne m'as pas protégé. Tu m'as brisé toi-même. Elle s'est tue. Puis elle a dit, j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai dit, ce que tu pensais être juste t'a coûté tes deux filles. Elle a regardé les robes autour du hall. Elle a regardé le croquis encadré sur le mur. Elle a regardé le bâtiment que sa fille avait construit à partir de la chose qu'elle avait jetée. Et quelque chose derrière ses yeux a changé. Pas de la reddition. De l'épuisement. Le genre qui vient quand on a tenu une version de la vérité pendant si longtemps que vos bras lâchent. Elle a dit, d'accord. La première réunion a eu lieu dans une pièce avec un médiateur. Nous quatre, pour la première fois dans la même pièce depuis une décennie. Hollis était assis dans le coin. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu l'as regardé mettre ce sac sur mon lit. Il a dit, je sais. J'ai dit, tu ne l'as pas arrêté. Il a dit, je sais.
J'ai dit, ce n'est plus suffisant. Marlo était assise à côté de moi. Pas en face, à côté. Elle m'a tenu la main sous la table. Deux sœurs du même côté du mur pour la première fois. Léonore a parlé. Elle a commencé avec la maison, l'argent et la banque. Je l'ai arrêtée. J'ai dit, commence avec le sac. Elle a dit qu'elle ne s'en souvenait pas comme moi. J'ai dit que c'était parce que ce n'était pas elle qui le portait. Elle a dit qu'elle faisait ce qu'elle pensait être le mieux. J'ai dit, tu continues de dire ça. Dis-moi à quoi ressemblait le mieux de mon côté de la porte d'entrée. Elle s'est tue. Le médiateur a attendu. Marlo a serré ma main. Puis quelque chose a changé. Léonore a cessé de jouer la comédie. Ses épaules se sont affaissées. Sa voix a changé. Elle a dit qu'elle était en colère. Elle a dit qu'elle avait peur. Elle a dit qu'elle m'avait vu choisir quelque chose qu'elle ne comprenait pas et que cela ressemblait à une perte. J'ai dit, tu ne m'as pas perdu. Tu m'as jeté. Il y a une différence. Elle a tressailli. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a dit que, jeune, elle avait voulu créer des vêtements. Elle avait des croquis. Elle avait des idées. Sa propre mère lui avait dit que c'était insensé et l'avait forcée à étudier la comptabilité. Elle a dit qu'elle avait passé des années dans un travail qu'elle n'aimait pas, à faire un travail qui ne l'intéressait pas. Et quand elle m'a vu dessiner des robes dans ma chambre, elle n'a pas vu de talent. Elle a vu le chemin qu'elle avait eu trop peur de prendre. Et au lieu d'être fière, elle était terrifiée, parce que si je réussissais, cela signifierait qu'elle avait abandonné pour rien. La pièce est devenue silencieuse. Marlo m'a regardé. J'ai regardé Léonore. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu la femme qui a jeté mes rêves. J'ai vu une femme dont les rêves avaient été jetés avant les miens, par sa propre mère, dans une autre maison, avec un autre sac. Mais la même blessure. Je ne lui ai pas pardonné dans cette pièce. Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est un couloir. Et je venais juste d'y entrer. Mais je l'ai comprise pour la première fois. Comprendre n'est pas la même chose que pardonner. C'est ce qui rend le pardon possible un jour. J'ai aidé avec la maison, pas avec un chèque en blanc. J'ai restructuré la dette par l'intermédiaire d'un conseiller financier. Avec des conditions. Transparence. Plus de silence. Olis a obtenu un poste plus modeste. Léonore a commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire. Elle m'a dit une fois qu'elle avait aidé une jeune femme qui voulait être coiffeuse, mais dont la famille voulait qu'elle soit infirmière. Elle a dit à la fille de faire ce qu'elle aimait. J'ai demandé si elle le pensait. Elle a dit qu'elle essayait. Marlo et moi avons continué à construire. Les appels du mardi sont devenus des visites le week-end. Elle venait au studio et m'aidait à choisir des tissus. Elle n'avait aucun œil pour le design, mais elle tenait le ruban à mesurer comme quelqu'un qui a l'habitude de maintenir les choses ensemble. J'ai pris une photo de la machine à coudre le jour où Madame Tierney m'a dit la vérité. Je l'ai encadrée et l'ai accrochée à côté de la page de carnet de croquis sur le mur. Deux cadres, un de la personne qui m'a jeté, un de la personne qui s'est assurée que j'avais quelque chose sur quoi construire. Madame Tierney est venue au studio le mois dernier. Elle ne coud plus, mais elle vérifie toujours les coutures. Elle a tenu une robe que je venais de finir et l'a retournée 2 fois. Puis elle a dit, celle-ci est ta meilleure à ce jour. J'ai dit, je dis ça de chaque robe. Elle a dit, c'est tout l'intérêt. Je crée toujours des robes de mariée. J'ouvre toujours ce carnet de croquis et je regarde la première page avant chaque collection. La page que ma mère a mise dans un sac poubelle. La page qui est devenue mon modèle le plus demandé. Chaque marié qui porte cette robe porte un morceau d'une fille qui a quitté la maison avec 230 € et un rêve que sa mère disait sans valeur. Les rêves n'étaient pas sans valeur. Le sac l'était. Si quelqu'un dans votre vie a déjà jeté la chose que vous aimiez le plus, s'il vous a dit que c'était une perte de temps et que vous devriez faire quelque chose de réel, je veux que vous entendiez ceci. Gardez le carnet de croquis, quel que soit le vôtre, la recette, le plan d'affaires, la chanson, le brouillon. Gardez-le. Sortez-le du sac s'il le faut, parce que les gens qui jettent les choses ne décident pas de ce que ces choses deviennent. Et encore une chose. Y a-t-il une Marlo dans votre vie? Quelqu'un qui vous a aidé à continuer quand personne ne regardait?
Ils vous ont porté. Faites-leur savoir que vous le savez.